Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module. Je vais vous parler aujourd'hui des 10 règles d'or chez NLMK et nous développerons en particulier celles sur les équipements de protection individuelle. Commençons par les 10 règles d'or dont l'objectif est d'améliorer la prévention des risques. Elles sont basées sur les accidents les plus dangereux et les plus fréquents et les risques liés auxquels nous sommes confrontés. Ces règles sont bien entendu incontournables chez NLMK et doivent être respectées en tout temps et par tout le monde. Elles sont vraiment la base de la prévention sécurité. Le non-respect délibéré ou réitéré de ces règles d'or pourrait amener des sanctions disciplinaires. Rappelons qu'aucun travail ne doit être effectué en situation de danger, que ce soit pour les travailleurs NLMK, pour les sous-traitants ou encore pour des personnes en visite. Les règles d'or sont applicables à tout le monde. Évidemment, les travailleurs NLMK, mais également les visiteurs, les chauffeurs, les livreurs ou encore le personnel des sociétés extérieures. Elles viennent appuyer les démarches d'identification des dangers et de maîtrise des risques dans notre entreprise. Règle d'or numéro 1. Je suis en pleine possession de mes moyens pour prendre mon poste. Je ne consomme pas et ne suis pas sous influence d'alcool, de drogue ou de toute autre substance toxique pendant mes heures de travail. Sur ce point, NLMK applique la tolérance zéro. Tout travailleur qui dérogera à cette règle sera soumis à des sanctions disciplinaires importantes pouvant aller jusqu'à la rupture de contrat. Signalons également que sur tous les sites NLMK, il est interdit de fumer. En effet, tout travailleur a le droit à des lieux de travail et des locaux sociaux exempts de fumée de tabac. Il est donc interdit de fumer ou de vapoter, même à l'extérieur des bâtiments, à l'exception des espaces fumeurs prévus à cet effet, signalés par un pictogramme. Règle numéro 2. Je respecte toutes les règles de sécurité, les procédures, la signalisation, et je porte toujours les équipements de protection individuelle, les EPI, adaptés à mon travail. Pour garantir que chaque travailleur reste toujours en pleine capacité de détecter, prévenir et anticiper les risques d'accidents, incidents éventuels, il est nécessaire de toujours respecter toutes les règles de sécurité et que chacun reste à tout moment vigilant, attentif et garde la pleine maîtrise des engins ou des équipements ou outils qu'il utilise. À ce sujet, tout élément susceptible de détourner l'attention est interdit chez NLMK, tel que l'utilisation de GSM ou tout autre matériel informatique ou de télécommunication qui serait utilisé à des fins privées ou inappropriées. Écouter de la musique à un volume trop élevé, ou encore pratiquer toute autre activité non directement liée à son occupation professionnelle. Nous reviendrons en détail sur les équipements de protection individuelle dans la deuxième partie de cette vidéo. Règle numéro 3, je respecte la priorité du rail. Je reste à distance des voies et j'applique les règles liées à la circulation routière. Lorsqu'un véhicule se sert de signaux sonores et visuels pour signaler une intervention urgente, vous devez bien entendu lui céder très rapidement le passage. Les convois ferroviaires ont toujours la priorité sur tous les autres moyens de transport. Ainsi, pour travailler dans le gabarit des voies de chemin de fer, c'est-à-dire à moins de 2 mètres du rail, vous devez avoir un permis signé par le service qui gère le transport par rail et lui faire consigner la voie. Il est interdit d'arrêter ou de stationner un véhicule, une remorque ou encore un baraquement de chantier à moins de 2 mètres des voies. Il est interdit de dépasser à proximité d'un passage à niveau. Enfin, il est interdit de circuler au milieu des voies en dehors des passages à niveau. Règle numéro 4. Je respecte toutes les règles liées à la manutention des charges. Je ne passe pas en dessous ou à proximité d'une charge suspendue et je ne mets jamais mes collègues en danger. Il faut utiliser des engins et des accessoires de manutention qui sont adaptés au travail à effectuer, en bon état, contrôlés régulièrement par un service agréé et donc avec le bon code couleur, et inspectés par l'utilisateur à la prise de poste et avant chaque usage. Il est important de ne jamais dépasser la charge maximale de l'engin, de la corde, de la chaîne ou de tout autre accessoire de levage en respectant le tableau de charge. Un équipement ou un accessoire de levage ne peut être utilisé que par des personnes formées et qualifiées. Enfin, insistons sur le fait qu'il ne peut être utilisé que si et seulement si il comporte le bon code couleur correspondant au contrôle valable à ce moment-là. Vous entendrez également parler de la règle du cône de danger que vous devez bien entendu toujours respecter. Comme illustré sur le schéma qui vous est présenté ici,
vous ne pouvez jamais vous approcher par rapport à une charge suspendue à une distance inférieure à la hauteur de cette charge. Règle numéro 5, lorsque je circule, je dois toujours veiller à rester éloigné des engins ou équipements en mouvement. Sur ce schéma, on a représenté la vision du conducteur d'élévateur à fourche. Vous voyez que les zones bleues, où figure un œil, sont les zones qu'il voit. Les zones oranges sont ce qu'on appelle ses angles morts. Pour éviter de se retrouver dans un angle mort trop proche de l'équipement, il faut toujours garder 5 mètres minimum par rapport à un équipement en mouvement. C'est donc pour éviter de ne pas être vu par le conducteur qu'il faut toujours garder au minimum 5 mètres de distance. Règle numéro 6, je respecte tous les dispositifs de sécurité et je veille à ce qu'ils soient toujours actifs. Comme nous l'avons déjà dit, respectez toujours les consignes de travail. Utilisez les équipements pour les opérations et dans les conditions pour lesquelles ils sont prévus. Replacez ou sécurisez et signalez tout dispositif de sécurité qui serait manquant, défectueux ou désactivé. Ne forcez ou contournez aucune sécurité, aucun cadenas, aucune serrure. Ne mettez pas vos collègues en danger et ne vous mettez pas vous-même en danger. Règle numéro 7. J'applique rigoureusement les procédures de consignation avant toute intervention sur un équipement. En effet, chez NLMK, les puissances mises en jeu ne vous laisseront aucune chance. La consignation, c'est l'ensemble des précautions à prendre avant de commencer une intervention sur une installation ou un équipement comprenant des éléments mobiles, des conduites, des réservoirs ou autres, et dont les énergies peuvent provoquer des accidents. 3 principes sont incontournables et doivent être respectés. Le premier principe, un intervenant, un cadenas, une clé. Chaque intervenant doit verrouiller la consignation avec son cadenas personnel. Deuxième principe, pas de travail sans autorisation. Et troisième principe, pas de travail sans réflexion préalable. Il faut un mode opératoire de consignation avec une analyse des risques et il faut mettre au courant toutes les personnes concernées et réfléchir sur les risques potentiels liés à l'intervention. La consignation et la déconsignation comportent 7 étapes successives à respecter dans l'ordre suivant. Premièrement, la coordination, la communication. Deuxièmement, la coupure des énergies et des fluides. Ensuite, la condamnation, l'isolation des sources d'énergie et des fluides. En quatrième lieu, la vérification. Cinquièmement, la notification. Ensuite, l'immobilisation. Et pour terminer, la 7e étape, délimiter les risques. La déconsignation se passera dans l'ordre inverse. La 8e règle, nous en avons déjà parlé dans le 4e module consacré au D-Stop, à l'ouverture de chantier et au permis. Pour effectuer un travail spécifique, comme par exemple en espace confiné, sur tuyauterie, toiture, à risque d'incendie ou encore en zone de gaz, je dispose d'un permis spécifique et je dois appliquer toutes les mesures de sécurité appropriées. Règle numéro 9, lorsque j'effectue un travail en hauteur, j'utilise toujours les équipements de protection adaptés. Il faut s'assurer que le travailleur est habilité à effectuer le travail en hauteur, faire appel obligatoirement au responsable du service concerné qui renseignera sur l'accessibilité normale et les zones de danger, procéder à la rédaction de la procédure de travail après évaluation, coordonner avec tous les intervenants la mise en place des protections collectives et ou individuelles, avec une ouverture de chantier et des permis spécifiques. Et enfin, baliser les zones de danger au sol avec des moyens adéquats à distance minimale de 2 mètres. Le personnel devant utiliser le harnais de sécurité doit avoir reçu l'information et la formation nécessaires à son utilisation. Dans les nacelles, les utilisateurs doivent toujours être attachés le plus bas possible, avec une longe la plus courte possible, sans absorbeur de choc. Les harnais de sécurité doivent être contrôlés annuellement par un organisme agréé, un service externe de contrôle technique, ainsi que chaque fois qu'il a retenu une personne au cours d'une chute. Vous devez également le contrôler avant chaque utilisation. Le personnel devant utiliser un échafaudage doit lui aussi avoir reçu l'information et la formation nécessaires à son utilisation et être habilité. Le montage, démontage, transformation ne peut être effectué que par du personnel habilité. Tout échafaudage fixe doit être contrôlé et disposer d'une autorisation d'utilisation verte affichée sur celui-ci.
Enfin, la règle numéro 10, je partage en toute transparence tous les faits, informations et circonstances liées à tout incident. Ceci est essentiel si nous voulons atteindre l'excellence en sécurité, santé et environnement, et nous devons tous également formuler des propositions et des avis pour prévenir les accidents, diminuer les nuisances et respecter nos obligations en matière de bien-être au travail et d'environnement. Vous retrouverez toutes ces règles d'or en détail dans le passeport sécurité, mais pour de plus amples informations, vous pouvez également questionner votre supérieur ou le service interne de prévention et protection au travail. Alors concrètement, qu'attend-on de vous? De manière générale, nous devons tous adhérer et respecter les règles d'or sécurité, les consignes et les procédures. Nous devons intégrer dans nos méthodes de travail la notion de vigilance partagée. Il s'agit d'un acte solidaire qui consiste à être vigilant pour notre sécurité, mais également pour celle des autres. Nous devons nous impliquer, nous remettre en permanence en question et corriger toutes les situations qui ne sont pas en adéquation avec les règles d'or sécurité. Enfin, nous ne pouvons entreprendre aucune activité qui représente un danger pour nous, nos collègues et les sous-traitants. Toutes nos actions, décisions, valeurs et comportements doivent être guidés par la sécurité. Plus spécifiquement, voici ce que NLMK attend de l'encadrement, du personnel et des sous-traitants. De l'encadrement, NLMK attend qu'il s'assure que les règles d'or sécurité sont communiquées et intégrées par l'ensemble de l'organisation, qu'il communique activement sur ces règles d'or, qu'il montre l'exemple et les respecte toutes, qu'il vérifie que les travailleurs et sous-traitants les connaissent, les comprennent et les appliquent dans leur secteur d'activité. Enfin, qu'il évalue régulièrement le fonctionnement de l'organisation et les comportements en lien avec ces règles et renforce le cas échéant la formation ou la communication auprès du personnel. Du personnel, NLMK attend qu'il comprenne les exigences des règles d'or sécurité, qu'il intègre l'application de ces règles dans le travail quotidien. Et pour les sous-traitants, ils doivent comprendre et appliquer les règles d'or sécurité en tout temps et pour tous les travaux réalisés pour NLMK. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 règles d'or chez NLMK. Revenons maintenant plus en détail sur la règle numéro 2 et les équipements de protection individuelle. Souvenez-vous, on en a déjà parlé dans les modules précédents, les équipements de protection individuelle, les EPI, constituent le dernier rempart que vous allez utiliser pour vous protéger. C'est le dernier recours. Vous ne les utilisez que si les autres moyens de protection ne sont pas possibles ou suffisants, ou si les instructions l'exigent. L'employeur doit mettre à disposition ces EPI, fournir les instructions nécessaires relatives à l'utilisation adéquate des EPI et veiller à bien les entretenir, à apporter les réparations nécessaires et à remplacer le matériel défectueux. Le travailleur, quant à lui, doit utiliser les EPI qui sont mis à sa disposition, les utiliser correctement selon leur bon usage et en fonction des instructions, en prendre soin et contrôler régulièrement leur bon état. Le port des EPI est obligatoire pour tous les travailleurs, employés, cadres, qu'ils soient internes ou externes, les sous-traitants et aussi les visiteurs, et ce dans tout le périmètre de l'entreprise, sauf quelques exceptions. Dans les véhicules privés ou de fonction, entre le parking qui jouxte les bureaux ou les vestiaires et ceux-ci, et bien entendu dans les bureaux eux-mêmes. Le premier EPI concerne la protection de la tête, c'est le casque. Sur tous les sites NLMK, la jugulaire est obligatoire. Elle a prouvé toute son utilité dans de nombreux accidents et des retours d'expérience où elle permet de maintenir le casque sur la tête en cas de chute, même de plein pied. Elle doit être ajustée de manière à pouvoir passer les doigts de la main entre celle-ci et votre menton et pas plus. Son but est de vous protéger en cas de heurt, de choc ou de chute d'objets jusqu'à 5 kg, de vous protéger de la pénétration d'objets pointus jusqu'à 3 kg, et de vous protéger des éclaboussures et projections, par exemple de métal en fusion. Selon les sites et les départements, la matière sera imposée pour ainsi résister par exemple aux hautes températures. La couleur pourra parfois indiquer le statut de la personne, par exemple les intérimaires ou les nouveaux à qui il faut être très attentif. Enfin, pour certaines fonctions comme les électriciens, le casque sera tout à fait spécifique. Petit détail pratique, attention aux cheveux longs qui doivent être attachés et glissés sous le casque. Et rappelons que les bijoux comme les bracelets, colliers ou boucles d'oreilles sont interdits. Le deuxième EPI très important concerne la protection de vos pieds, ce sont les chaussures de sécurité. La plupart des sites imposent des hautes tiges, sauf prescription médicale.
Elles ont fait leurs preuves dans de nombreux accidents et retours d'expérience où elles maintiennent la cheville et permettent de diminuer le risque d'entorse. Vos chaussures doivent pour cela toujours être bien lacées. Elles devront être le plus souvent S3, c'est-à-dire antistatiques, à absorption d'énergie au niveau du talon, résistantes aux hydrocarbures, à la pénétration et à l'absorption d'eau, avec une semelle résistante à la perforation. L'arrière devra être fermé et des semelles antidérapantes. Pour vous donner une idée, la résistance à l'écrasement des chaussures de sécurité par leur coquille d'acier est de 1500 kg. La résistance à la perforation par leur semelle intercalaire qui couvre toute la surface est de 110 kg. Les soudeurs et travailleurs des fours, ou potentiellement en contact avec de l'acier liquide, porteront des chaussures avec guêtre et HRO, c'est-à-dire avec une semelle résistante à la chaleur de contact. Parlons maintenant des vêtements de travail, la protection de votre corps. Chez NLMK, les vêtements de travail sont également des équipements de protection individuelle. En effet, ils doivent avoir certaines protections, comme la résistance à la propagation de flammes et au contact avec des gouttelettes d'acier liquide. Ils doivent être antistatiques et résistants à la chaleur d'un arc électrique, résistants aux produits chimiques et de haute visibilité. Les vêtements de travail sont les mêmes pour toutes les usines et tous les travailleurs NLMK. Le pays suivant concerne la protection de vos yeux et de votre visage. Chez NLMK, les lunettes de sécurité sont obligatoires dans tous les halls de production et pour tous travaux en extérieur. Elles sont en verre trempé ou en matière plastique, polycarbonate, et avec des protections latérales. NLMK fournit les lunettes de sécurité avec verre correcteur. Des protections plus spécifiques sont requises pour certaines tâches suivant l'analyse de risque. Pour certains risques, comme par exemple le risque chimique, le rayonnement ou le risque mécanique, des protections plus spécifiques sont requises pour certaines tâches suivant l'analyse de risque. On parlera ainsi des visières, des casques pour soudeurs ou encore des lunettes intégrales. En fonction de l'analyse des risques, il sera important de vous protéger les mains. En fonction du risque, vous devrez ainsi porter soit des gants, soit des moufles. Vous devrez ainsi vous protéger du risque de coincement dans les manutentions, des objets tranchants, coupants ou piquants, du risque de brûlure, ou encore du contact avec des matières toxiques, acides, caustiques ou irritantes. Si vous portez des bagues que vous ne savez enlever, cela constitue un danger. Le port des gants sera dans ce cas toujours obligatoire. Un autre pays qu'il est important de porter aujourd'hui pour ne pas souffrir plus tard, c'est la protection de vos oreilles. En fonction des zones de travail, l'obligation éventuelle du port de protection auditive est mentionnée par pictogramme. Suivant votre tâche, l'analyse de risque peut également les rendre obligatoires. Suivant le niveau de bruit et votre confort, vous opterez pour différents types de protection auditive. Vous avez les bouchons, qui sont des bâtonnets en plastique ou en mousse malléable à insérer dans l'oreille. Ils atténuent le son jusqu'à 10 voire 15 décibels. Les bouchons d'oreille universels, bouchons spécialement préformés, équipés parfois d'un arceau à placer autour du cou, eux atténuent le son jusqu'à 15 à 30 décibels. Les bouchons autoplastiques, moulés sur mesure pour votre oreille et munis d'un filtre auditif, ils vous permettent toujours d'entendre les voix humaines et atténuent le son jusqu'à 25 décibels. Enfin, les coquilles d'oreilles ou casques anti-bruit, qui sont une protection qui recouvre entièrement les oreilles. Ils existent aussi en version avec radio, et en cas de protection insuffisante, ils peuvent être combinés avec des tampons ou des bouchons. Ils atténuent le son jusqu'à 25 décibels en fonction du type de coquille et de la fréquence du son. Le dernier EPI concerne la protection des voies respiratoires. Ici aussi, en fonction des zones de travail, l'obligation de porter des protections des voies respiratoires sera mentionnée par pictogramme et l'analyse des risques pourra éventuellement le rendre aussi obligatoire. 3 cas peuvent se présenter. Le premier cas est lorsqu'il y a assez d'oxygène, au minimum 19%, mais que l'atmosphère contient des particules. Le masque anti-poussière peut alors être rendu obligatoire. On peut préconiser, suivant le type de poussière, 3 différents types de masques. La protection FFP1 contre les poussières ambiantes, inertes, en suspension et qui ne contiennent aucun aérosol ni aucune poussière fibrogène ou toxique, recommandée donc par exemple pour les travaux du bâtiment. Les FFP2 contre les poussières nocives, toxiques et mutagènes, solides et liquides, les fumées et les aérosols toxiques.
Les particules peuvent être fibrinogènes, ce qui signifie qu'elles peuvent irriter les voies respiratoires à court terme et provoquer des maladies pulmonaires sur le long terme. Les FFP2 sont en général le minimum recommandé en métallurgie. Enfin, les FFP3 sont contre les poussières et particules toxiques, cancérigènes et radioactives. Le deuxième cas concerne les situations où il y a assez d'oxygène, toujours au minimum 19%, mais où l'atmosphère contient des particules et des gaz nocifs ou toxiques. Les masques à cartouches sont alors obligatoires. Le filtre doit être adapté aux produits ou aux gaz nocifs présents dans l'environnement. Pour identifier le type de filtre en fonction des risques, il y a un code couleur. Le dernier cas concerne les situations où il y a trop peu d'oxygène dans l'air ambiant. On est en dessous des 19%. Il faut alors porter une protection respiratoire autonome qui injecte de l'air pur dans le masque venant de bouteilles d'air comprimé. La différence avec les masques à gaz, c'est que la protection respiratoire indépendante ne filtre pas l'air souillé, mais injecte de l'air pur. Vous voici maintenant armé avec les bons équipements de protection individuelle. C'est la fin de ce module. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.